Merci Jean-Marc. Jean-Marc a dit beaucoup de choses sur ce que je vais dire, c'est très bien. Donc je travaille au CEA dans la partie énergie solaire. Donc je suis moins radioactif qu'il n'y paraît. Alors, je vais vous parler d'un problème ancestral, qui est le problème de génération des déchets solides. Et en plus, je vais vous parler d'un très vieux modèle, très très vieux, puisqu'il date de 1974. Mais ce modèle m'a inspiré deux conclusions très importantes que je voulais à tout prix vous livrer aujourd'hui. Enfin, en tout cas, deux pistes de réflexion que je voulais vous livrer. Et ces deux pistes-là constituent la deuxième et la troisième partie de mon intervention. Mais il m'a semblé un petit peu abrupt de commencer mon exposé en parlant de dynamique des systèmes comme ça, sans redire un petit peu ce qu'était la dynamique des systèmes, qui est le fondement des modèles sur lesquels je travaille. Donc mon intervention s'articule donc en trois parties. Une première un petit peu généraliste sur la dynamique des systèmes en tant qu'outil de modélisation et en tant qu'outil d'aide à la décision. Et puis après on rentre dans le dur du sujet pour voir un petit peu comment Midos a exploité ces affaires-là sur la partie gestion et production de déchets solides. Vous verrez que ça donne deux pistes fort intéressantes. Une piste qui permet de détecter, comme disait Jean-Marc, les gagnants et les perdants de l'histoire. Alors c'est totalement fortuit, on ne s'était pas coordonné avant, mais il se trouve qu'effectivement, ce que je vais vous montrer peut-être est un petit marqueur, un petit indicateur de ce qu'on peut gagner et perdre dans l'histoire. Et puis la troisième partie donc est une proposition pour ceux qui voudront travailler sur le sujet avec moi. J'aimerais bien qu'on essaye de réfléchir à un éventuel projet de loi, ou quelque chose qui serait une action concrète dans le cadre de cette action de réduction de génération de déchets. Donc on attaque sur la dynamique des systèmes. Qu'est-ce que c'est? C'est un outil de modélisation à la base, basé sur des stocks, donc ce sont les rectangles que vous voyez, des flux entre ces stocks. Donc le stock c'est la baignoire, le flux c'est j'ouvre le robinet ou j'enlève, j'ouvre le bouton pour vider la baignoire. Et puis bien sûr, entre ces stocks et ces flux, eh bien, on relie ces éléments, on explique ce qui permet de contraindre tel ou tel flux et de piloter tel ou tel stock. Donc c'est une modélisation relativement physique à la base. Là vous avez par exemple l'explication des trois premières flèches bleues que vous voyez en haut, ce qui permet de piloter le flux qui va des ressources minérales vers l'économie. Donc vous avez un modèle très simple ici, vous partez de ressources minérales, avec ça vous extrayez ces ressources, vous faites tourner l'économie, et puis évidemment tout ce qui est produit finit d'une façon ou d'une autre sous forme de déchets. Et voilà, donc un modèle élémentaire, trivial, en une demi-heure on pourrait tous apprendre à faire tourner ce modèle, il n'y a aucun problème. C'est tellement simple que ça m'a permis d'écrire un article au nom du Shift avec un professeur italien qui s'appelle Ugo Bardi, qui travaille justement sur cette modélisation qui est Hugo. Oui, il est relativement connu. Son idée à Ugo Bardi, c'est de faire des modèles simples qui soient compréhensibles. Alors, qui dit modèle simple dit modèle faux. Par contre, c'est relativement compréhensible par les gens, donc ça fait se poser des questions. C'était l'esprit de cet article. Et donc, quand vous avez un modèle simple comme ça, avec un stock de ressources qui alimente une économie et qui alimente un stock de déchets, vous avez les ressources, si le stock est fini à la base, qui diminue évidemment. Vous avez le flux de déchets qui va augmenter, mais qui va passer par un maximum puisque le stock initial est fini et que vous tapez dedans. Donc au bout d'un moment, le flux va être limité et puis il va tomber à zéro. L'économie fait la même chose, c'est-à-dire que comme elle est alimentée par ce flux de matière minérale, eh bien, elle va passer par un maximum. Et puis le flux de déchets, le stock de déchets va suivre la même philosophie, c'est-à-dire que le flux va passer par un maximum et puis le stock de déchets va augmenter pour, in fine, à l'infini, rejoindre la quantité de matière minérale extraite. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement trivial. Mais il se trouve que c'est tellement trivial que ça colle assez bien à la réalité. Et ça a été la motivation du professeur Bardi d'écrire cet article, c'est qu'il était parti d'observations de terrain, on va dire, dans différents pays, États-Unis, Chine, Italie, France, Europe des 27, et il se trouvait que les courbes représentatives de la production industrielle et du flux de déchets avaient cette tête-là, c'est-à-dire la tête qu'on retrouve dans les modèles, ou la forme temporelle qu'on retrouve dans les modèles. Donc on a écrit un petit article autour de ça en posant la question, mais finalement, est-ce que le pic de déchets ou de flux de déchets qu'on observe aujourd'hui dans tout un tas de pays ne serait pas représentatif d'un pic économique mondial quelque part? Alors
En dehors de cet article, j'ai fait quelques petits ajustements au modèle ou quelques réflexions autour de ça. Alors évidemment, j'ai trituré le modèle dans tous les sens, j'ai rajouté des ressources minérales variables, j'ai rajouté des flux de découverte, etc., etc. Et puis à un moment donné, je me suis dit, tiens, mais finalement, le PIB mondial, est-ce que c'est pas un marqueur de ce que j'ai appelé dans le modèle l'économie là? Alors j'ai regardé un petit peu la forme de l'évolution du taux de croissance du PIB mondial ces dernières années. Et j'ai tourné un peu les potards, là, les boutons K1, K2 qu'on voyait dans le modèle tout à l'heure. J'ai ajusté pour que ça recolle au PIB. Et puis, évidemment, ça vous donne le fait que, d'après ce modèle extrêmement simple et trivial, donc faux, on serait quelque part autour du pic mondial. Voilà. Alors évidemment, c'est faux, rassurez-vous, il n'y a rien de vrai dans tout ça. Donc pourquoi il n'y a rien de vrai? Parce que tout ça, c'est très simple. Vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas le recyclage, Christophe, dans ton modèle, donc ça vaut rien. Donc on met le recyclage. Et on regarde un petit peu ce qui se passe avec ça, et ça tombe très bien parce que je crois que, en tout cas, la notion de recyclage, etc., sera également abordée par Philippe en début d'après-midi. Donc vous pourrez également refaire le lien avec ce que Philippe vous présentera tout à l'heure. Donc je me suis amusé, mais c'est pareil, c'est en dehors de l'article, à mettre un modèle de recyclage là-dedans. Qui dit modèle de recyclage dit qu'on tient compte aussi du fait que les produits qu'on jette à la poubelle, pour ceux qui ne sont pas recyclés, finissent en pollution, c'est-à-dire finissent perdus à jamais. Donc évidemment, quand vous mettez en balance le recyclage par rapport à un taux de désintégration, vous faites un petit peu, vous essayez de comparer les vitesses de l'un et de l'autre, et vous en tirez un certain nombre de conclusions de ce modèle très simple, encore une fois. Alors une première conclusion qui est un petit peu contre-intuitive, à laquelle je n'avais jamais pensé en travaillant sur ces modèles, c'est que le recyclage n'épargne pas les ressources minérales. On n'y pense pas, mais dans ce modèle, si vous regardez en haut le rectangle du haut, ressources minérales, vous ne faites que taper dedans. Il n'y a aucune flèche qui dit qu'on arrête de taper dans ces ressources minérales. Donc même si vous faites du recyclage, en fait, vous continuez à taper dans ces ressources. Donc le recyclage en tant que tel n'épargne pas les ressources primaires. Ça, c'est un premier truc, moi, je n'y avais pas pensé avant de travailler là-dessus. Deuxièmement, évidemment, plus vous recyclez, plus vous avez une économie qui peut tourner, entre guillemets, en boucle fermée. Donc même si le flux de ressources primaires se tarit, vous avez quand même possibilité, pendant un temps, de tourner en boucle fermée. Donc vous avez possibilité d'être durable, au sens où vous approvisionnez votre économie par des ressources qui ne viennent plus nécessairement de la source primaire, mais de vos stocks de déchets. Mais quand même, pour que ce soit réellement durable, cette affaire-là, et là c'est un message assez fort, c'est que le taux de désintégration, si vous voulez, de votre stock de déchets, il doit être relativement faible par rapport à ce que vous êtes capable de recycler. Typiquement, les ordres de grandeur, c'est que si vous recyclez par an 90% de ce que vous avez injecté dans l'économie, vous commencez à avoir un vrai effet durabilité. Si vous recyclez moins de 90%, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Le modèle, il vous fait des courbes qui s'écroulent. Donc ça veut dire que pour les gens qui parleront recyclage et recyclabilité, il faut viser des 100% ou des 99,9%. Si vous visez 50% en vous disant c'est bien, on recycle 50%, dans les modèles, je vous fais la démonstration quand vous voulez, ça ne change rien. Ça ne change rien, vous gagnez 50, disons. Voilà, donc c'est un outil simple, évidemment qu'on peut complexifier à l'envi, et vous allez voir un modèle un petit peu plus complexe par la suite, mais il est très puissant. En tout cas, je trouve qu'il est très puissant parce que, évidemment, entre nous, on est là plutôt pour raisonner sur le long terme, et c'est typiquement un outil adapté à la réflexion long terme. C'est un outil qui est utilisé, là je vous ai présenté rapidement un petit truc sur les déchets, et sur, voilà, sur un modèle plutôt physique, mais sachez que ça existe dans tous les domaines, absolument tous les domaines, l'économie, la finance, la biologie, la démographie, bien sûr la modélisation énergétique, le bâtiment, le transport, etc. Il y a des dizaines d'équipes dans le monde qui se sont appropriées cette technique de modélisation aujourd'hui et qui, thématique par thématique, amènent des pistes et des outils d'aide à la décision à un certain nombre de grosses entreprises ou à un certain nombre de décideurs politiques. Alors, j'ai souhaité illustrer, parce que je sais qu'un certain nombre d'entre vous ici viennent d'horizons très différents, donc juste en 2 ou 3 planches, illustrer par exemple, là vous avez une photo de la couverture d'un article qui traite plutôt d'économie et de finance, ou plutôt de régulation financière. Et ce premier article, il vous dit que, eh bien, il serait bon, dans les modèles néoclassiques économiques, d'introduire un peu de dynamique des systèmes réels, c'est-à-dire qui tiennent compte des vrais flux financiers, des vrais risques financiers, etc., parce que ça améliorerait grandement les modèles.
Donc moi, cet article, hein, j'ai juste parcouru rapidement pour vous le citer en exemple, mais voilà le type de conclusions auxquelles peuvent arriver ces articles. Une autre famille d'articles, c'est en ce qui concerne pour ceux qui font de l'automobile ou des véhicules électriques, c'est un article là sur les développements technologiques des batteries lithium-ion pour les véhicules électriques. Et donc la conclusion de ce truc, donc pareil, hein, j'ai zappé un peu l'article, mais la conclusion c'est attention, on voit par cette modélisation qu'il va y avoir des tensions, donc c'est ce qui est souligné en bleu là tout en bas, on voit qu'il va y avoir à très court terme des tensions sur le marché du cobalt par exemple. Voilà, donc si on ne fait pas croître de façon exponentielle les usines, etc., qui fabriquent ça ou qui vont chercher ça, eh bien, on aura des tensions. Donc, vous voyez, on part d'un modèle assez physique, puis quand même, on en tire une conclusion qui peut alerter un certain nombre de personnes de l'industrie. Un autre domaine, l'efficacité énergétique et l'approvisionnement énergétique dans les bâtiments. Eh bien, ça, c'est une étude allemande qui montre que ce modèle-là, enfin le modèle qui a été développé par cette équipe, montre que réduire de 20% la consommation énergétique dans les bâtiments, c'est en fait hors de portée avec les politiques actuelles en Allemagne. Donc ça fait mal quand même, hein, quand on lit des conclusions comme ça, on a envie d'aller creuser le modèle pour savoir si le modèle ne s'est pas trompé et qu'est-ce qu'il faut changer dans le modèle pour atteindre les objectifs fixés par la Commission européenne, par exemple. Et un dernier point, par exemple, sur les véhicules électriques. Donc là, vous avez en bas à droite là, 4 graphiques. ICE, c'est les véhicules thermiques classiques, hybrides, les véhicules hybrides. FCEV, c'est les véhicules donc, à pile à combustible, et EV, Electrical Vehicle. Donc, ça, c'est tiré d'une thèse américaine de 2001, dans laquelle la jeune thésarde faisait une prospective, si vous voulez, basée sur un modèle de dynamique des systèmes, une prospective de la pénétration des véhicules électriques aux États-Unis, moyennant un certain nombre d'hypothèses, hein, politiques, financières, techniques, etc. Voilà. Et cette thèse, moi, elle m'a intrigué, parce qu'en fait, les chiffres, alors on les voit mal, hein, je suis désolé, mais ici, vous avez un taux de décroissance des véhicules thermiques. Vous voyez, on part de 1, donc le parc actuel est complètement constitué de véhicules thermiques, et puis 30 ans après, allez, on a baissé de 50%. Donc la moitié des véhicules ne sont plus des véhicules thermiques, c'est autre chose, c'est notamment des véhicules hybrides. Ce qui m'a intrigué, c'est ça. C'est que là, le taux de pénétration en 30 ans des véhicules électriques aux États-Unis, c'est moins de 0,1%. Pourquoi ? Parce que cette thésarde montrait que les politiques états-uniennes à l'époque, ou américaines à l'époque, en termes d'infrastructure, n'étaient pas suffisantes pour que les bornes soient installées suffisamment vite pour que les véhicules électriques, malgré leur performance technologique, malgré leurs coûts compétitifs, etc., en fait, on ne pouvait pas recharger. Donc c'est tout bête, mais voilà, les gens qui sont dans les véhicules électriques ou dans ce domaine-là ont intérêt à se poser des questions sur le système dans son ensemble. Et c'est bien l'objet de la dynamique des systèmes, hein, qui est une approche systémique. Donc, premier message et première conclusion sur les trois. Je vous invite, chacun dans vos métiers, je suis persuadé qu'un certain nombre de vous drive des équipes de R&D ou des équipes projets, etc. Demandez à ces équipes, s'il vous plaît, d'aller faire une petite recherche bibliographique dans leur domaine sur les modèles de dynamique des systèmes qui existent de par le monde, et faites une petite analyse de ces modèles et faites-vous votre propre réflexion sur l'utilité ou la non-utilité pour votre domaine d'utiliser ce type de modélisation. Quant à moi, je suis absolument persuadé que c'est utile. Alors maintenant, on va rentrer dans un modèle un tout petit peu plus fin, qui est celui de Meadows et Jürgen Randers de 1974. Et la raison pour laquelle j'ai souhaité vous parler de ce modèle, alors je ne vais pas vous faire peur avec les détails du modèle, enfin, même si je vais vous en présenter quelques points, mais c'est surtout qu'à un moment donné, dans ce modèle, Meadows dit, tiens, suivant telle hypothèse, il y a des profits financiers qui sont énormes pour tel type d'acteurs. Alors c'est marrant parce que dans les modèles de dynamique des systèmes à la Meadows, on avait très peu coutume d'entendre parler de finance ou d'argent. Et encore moins de profit. Donc je me suis dit, tiens, c'est intriguant cette affaire, donc il faut aller y voir de plus près. Donc ce deuxième chapitre-là est tiré du chapitre de Meadows dédié à la génération de déchets solides, que j'ai traduit et synthétisé en français. Cette traduction est disponible sur le site du Shift. Donc si vous tapez Meadows déchets sur le site du Shift, vous trouvez une synthèse en français de ce que raconte Meadows. Donc, non, mais n'ayez pas peur. En haut à gauche, c'est le modèle initial qu'on trouve dans le bouquin de Meadows. En arrière-plan, c'est le modèle que j'ai
recréé, si vous voulez, j'ai repris le modèle à mon compte. Et n'ayez pas peur, on retrouve exactement ce que je vous ai évoqué au début, les ressources naturelles, l'économie, c'est-à-dire les produits qu'on injecte dans l'économie et les produits finis qu'on utilise au jour le jour. Tout ça se transforme en déchets, et les déchets, in fine, soit se transforment en pollution, soit reviennent via une boucle de recyclage dans l'économie. Donc, pas de changement par rapport à tout à l'heure. D'ailleurs, le comportement global de ce modèle est exactement celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Les ressources minérales diminuent, l'économie tourne, l'économie passe par un pic, et puis tout ça, in fine, se transforme en pollution, mais plus ou moins vite, suivant la boucle de recyclage. Simplement, Midos, dans cette affaire-là, a essayé d'être vraiment représentatif, si vous voulez, de ce qui se passe dans la vraie vie. Typiquement, vous voyez là-haut des flèches bleues qui vous expliquent que les ressources minérales, elles ne sont pas accessibles comme ça en soulevant le tapis du voisin. Il faut aller les chercher. Plus vous creusez loin, plus c'est dur, etc. Et donc, il y a un certain nombre de boucles de rétroaction, c'est-à-dire d'interactions entre ces stocks et ces flux, qui sont représentatifs de la vraie vie. Par exemple, ici, là, c'est justement cette boucle de rétroaction qui vous dit que les matières minérales, quand vous tapez dans le stock initial, c'est facile, c'est facile, c'est facile, et puis ça commence à devenir difficile. Donc le coût d'extraction commence à s'envoler. Typiquement, dans le modèle Midos, là, dès que vous avez extrait plus de 30% des ressources minérales, vous commencez à aller chercher loin et profond, c'est dur, et donc ça commence à s'envoler. Le coût d'extraction commence à s'envoler. Donc voilà le type de modélisation que Midos a introduit en plus dans son modèle. Alors je vous passe rapidement, on va pas détailler toutes les boucles, rassurez-vous, ça n'a pas d'intérêt, c'est pas l'objet du débat. Mais simplement, sachez que dans ce modèle, il y a beaucoup de physique, il y a beaucoup de bon sens, et c'est un modèle qui est extrêmement astucieux. J'ai cru au début que c'était un modèle simple, et c'est un modèle qui est bourré d'astuces, ça veut dire qu'il est intelligemment écrit. Là, par exemple, vous avez une boucle qui vous dit que si vous avez en fait un coût d'extraction qui est plus petit que le prix des matières premières sur le marché, eh bien, vous allez avoir tendance à augmenter votre taux d'extraction. Voilà. Là, vous avez une courbe en S qui décrit en fait le fait que quand vous avez un objet, alors je vais y revenir par la suite parce que je vais l'illustrer par exemple par un vélo. Vous avez un bon vieux vélo en fer des années 40. Vous vous dites, bon, ce vélo, il est super durable, mais parce que vous avez mis beaucoup de matière. Donc, vous avez envie de réduire un petit peu la matière. Donc, en axe des abscisses, vous avez la quantité de matière dans le vélo, et puis vous partez de tout là-haut, donc vous avez un max de matière, votre vélo est bien robuste, bien durable. Vous vous dites, quand même, je vais optimiser, je vais gagner un peu de matière sur le vélo. Donc, vous déplacez sur les points bleus, là, vers la gauche, et la durée de vie est très peu affectée. Parce que vous retirez juste un petit peu de matière là où ça fait pas mal, donc votre vélo, il est toujours aussi durable ou pas, ou presque. Et puis, à un moment donné, si vous commencez à gratter de la matière de partout, votre vélo, il commence au moindre caillou et au moindre choc à se casser en deux. Donc, c'est la chute, vous voyez, de la courbe bleue. C'est-à-dire que plus vous enlevez de la matière, donc moins il reste de matière sur le vélo, et moins votre vélo va avoir une durée de vie longue. Voilà, c'est le type de modèle qui est introduit, qui est on peut l'admettre, je pense, un modèle relativement physique, voilà, qui relie, si vous voulez, la durée de vie de l'objet à la quantité de matière qui constitue cet objet. Donc il y a tout un tas de boucles comme ça, donc je les passe rapidement, c'est pas l'objet. La boucle de recyclage, elle est modélisée de telle façon que tant que le coût des matières premières est peu élevé, votre boucle de recyclage, elle est peu active. C'est-à-dire que aucun acteur économique et industriel n'a intérêt à recycler tant que les prix sont faibles. Et puis quand ces prix augmentent, eh bien cette boucle de recyclage, elle augmente en proportion du coût de l'augmentation du coût des matières premières. Alors juste un tout petit point technique, c'est que cette boucle de recyclage, elle part du stock des déchets. Alors c'est pas quelque chose auquel on est habitué, et c'est pour ça que le chiffre ici de 1,5% ou 3% du stock de déchets peut vous surprendre. Vous allez me dire oui, mais aujourd'hui il y a des métaux, par exemple Philippe vous l'expliquera cet après-midi, qu'on sait recycler à 50%, 60%. Mais on ne recycle pas le stock de déchets, on recycle le flux annuel. C'est-à-dire qu'on produit, mettons, 1000 tonnes ou 100 000 tonnes de cuivre, on va en recycler 50%. Par contre, le stock de déchets de cuivre que vous avez partout dans le monde, il est bien plus grand que les 100 000 tonnes annuelles. Donc là, le petit pourcentage s'applique exclusivement au stock, ce qui crée une petite confusion parfois. Midos a réalisé plusieurs simulations, plusieurs scénarios que j'appelle des runs ici. On va avoir la conséquence de ces runs.
Premier run, vous avez une économie dans laquelle il n'y a pas de recyclage. Deuxième run, vous faites une première boucle de recyclage qui correspond à ce qui se faisait dans les taux là, sont les taux des années 70. Donc Midos a pris les chiffres pour l'industrie du cuivre des années 70. Donc tous les chiffres qu'on voit sont liés à l'industrie du cuivre dans les années 70. Le run numéro 3, on décide de taxer l'extraction des matières premières. Le run numéro 4, on décide de subventionner le recyclage. Le run numéro 5, on fait les deux. C'est-à-dire qu'on dit c'est bien le recyclage et c'est bien de taxer les matières premières. Le run numéro 6, donc, vous voyez que ça, c'est des actions plutôt politiques. C'est-à-dire qu'on taxe, c'est une action politique. Les runs 6 et 7, on fait plutôt confiance aux ingénieurs. On leur demande d'augmenter la durée de vie et de réduire la quantité de matériaux dans les objets. Et puis le run 8, c'est l'optimum de tout ça. C'est un mix que je vous détaillerai en troisième partie. Alors qu'est-ce que ça donne sur les matières premières, cette affaire? Vous avez un stock initial fini, donc qui décroît continuellement. Ça c'est le run 1, il n'y a pas de recyclage, donc vous tapez vite dans les matières premières, elles disparaissent vite. Run 2, vous mettez un petit peu de recyclage, mais vous ne faites que ça. Donc ça préserve un petit peu de matières premières, mais pas énormément. Run 3, donc vous taxez les ressources minérales. Là, vous gagnez parce que vous ralentissez le flux d'extraction. Run 4, vous ne faites que subventionner le recyclage tout seul, mais sans taxer l'extraction, vous ne gagnez pas grand-chose. Run 5, qui est le mix des deux, vous taxez et vous subventionnez le recyclage, vous gagnez encore plus. Run 6, vous faites appel aux ingénieurs, et uniquement aux ingénieurs, et là, vous perdez. Run 7, pareil, vous perdez. Ça devait être des mauvais ingénieurs. C'est quand, je ne sais plus si c'est l'augmentation de la durée de vie. Non, c'est tu diminues la quantité de matériaux, mais tu la diminues drastiquement, ce qui fait qu'en fait, les ingénieurs n'ont pas fait gaffe qu'en faisant ça, ils faisaient décroître la durée de vie du produit. C'est-à-dire qu'ils ont misé court terme. D'accord? Ils font ce qu'on fait beaucoup, c'est-à-dire qu'on fait de la... Et ça ne dure pas, donc voilà. Et le Run 8, c'est la solution que je vous expliquerai rapidement dans le troisième chapitre. Mais, donc pareil, un stock de déchets, je passe rapidement. Vous voyez que le Run 8 va être le run qui va générer le moins de déchets. Je passe rapidement. Et puis quand même, il y a une phrase sur les 60 pages du chapitre de Midos qui m'a intrigué à l'époque. Il met que dans le Run 4, les profits sont très importants. Sauf que dans son modèle, moi à l'époque, j'avais pas le code de calcul, donc j'avais pas les sorties correspondantes. Ce truc-là m'a intrigué et ça m'a poussé à acheter le code et à me réapproprier ce type de modélisation pour aller comprendre ce que voulait dire ce truc-là. Alors les profits, ils sont cachés quelque part. Ils sont cachés là, dans les boucles de rétroaction. Là. À un moment donné, il y a un petit calcul de profit financier des transformateurs, c'est-à-dire des industriels qui ont extrait la matière et qui la transforment en matière utilisable par l'industrie manufacturière. Alors moi, j'ai juste mis une petite boucle d'intégration pour avoir aussi l'intégrale dans le temps de cette affaire-là, parce que là, c'est le profit annuel, le profit financier annuel. Et qu'est-ce qui veut dire ce profit annuel? C'est quoi? C'est le profit, quand on vend un objet, hein, c'est le bénéfice qu'on fait par unité fois le nombre d'unités annuelles. Il me reste 5 minutes, je vais aller très très vite. Je passe l'explication des profits, parce que sinon je n'aurai pas le temps d'aller à la troisième partie. Toujours est-il que ces profits, et c'est là le message important que je veux vous passer, quand vous êtes dans une société type Run 1, c'est-à-dire business as usual, vous ne faites pas trop de recyclage, les profits finissent par s'écrouler drastiquement. Vous mettez un peu de recyclage, les profits commencent à avoir une tête qui est moins dramatique. Et puis, on refait les mêmes runs que tout à l'heure. Hein. Et au miracle, le Run 8 est un scénario dans lequel les profits industriels commencent à être stables dans le temps. C'est-à-dire que dans tous les autres modèles, les profits finissent par s'écrouler parce que déplétion des matières premières, parce que diminution de l'économie. Et dans le Run 8, on est plutôt dans un état, on va dire, de semi-équilibre, ou en tout cas de durabilité. Et le truc génial, c'est que les profits financiers, dans le cadre de ce calcul, montrent que l'industriel qui fait ça va y gagner. Et si je fais l'intégrale dans le temps de ces profits, eh bien pareil, le Run 1, vous gagnez au début, puis après, vos profits n'augmentent plus. Hein. Et puis le Run 8, c'est celui qui donne les profits maximum. Ils sont de l'ordre de 40% plus grands au bout d'une centaine d'années, si vous voulez. Et ces profits, qu'est-ce qui pilote leur dynamique? C'est pas
l'efficacité en matériaux. C'est pas les prix du marché, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire que c'est pas parce que les industriels vendent plus cher que leurs profits augmentent. Dans ces scénarios-là, vous voyez que c'est pas du tout aussi intuitif que ça. En fait, ce qui pilote, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'au bout d'un moment, avec la recyclabilité, l'économie est capable de s'auto-alimenter avec un flux de matière et de matériel et d'objets pour les gens suffisamment important pour que les profits se maintiennent. Donc ça, c'est quand même c'est ce que disait Jean-Marc en introduction. Là, typiquement, Midos a identifié un industriel qui sera gagnant dans la transition. Je me suis dit que c'était intéressant de vous passer le message que ce type de modèle permettait de planter comme ça des indicateurs dans toutes les boucles de rétroaction et de voir les gagnants et les perdants de l'affaire. Donc la durabilité, c'est financièrement durable. Et il me reste 2 minutes. Alors je fais la troisième partie. La troisième partie, c'est la plus importante, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire pour coller au Run 8. Alors le Run 8, c'est le run, alors en fait je l'ai un peu transformé, mais peu importe. Le Run 8, c'est un run dans lequel vous taxez l'extraction, vous subventionnez ad hoc le recyclage, vous augmentez la durée de vie des produits, donc vous demandez vraiment aux ingénieurs de ne pas faire juste de la réduction de matière, mais vous leur demandez d'être intelligents en termes de réparabilité, en termes de durabilité, en termes de robustesse, etc. Donc vous leur donnez une autre feuille de route. Vous ne visez plus la performance, vous visez la durabilité. Et puis vous visez une augmentation de la fraction maximale recyclable. Et puis surtout, il y a un petit truc qui intervient là-dedans, c'est qu'il y a le facteur W sur L. W, c'est la quantité de matériaux par produit, et L, c'est la durée de vie. Et bien en fait, ce qui permet de piloter finement ces modèles, c'est le fait que le facteur W sur L soit optimisé. Ça, c'est la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous partez d'une quantité de produits très importante. Ça, c'est la durée de vie, c'est la quantité de produit et la durée de vie. Donc, si vous augmentez la quantité de produit à l'infini, vous avez une durée de vie qui va augmenter, mais qui va à la fin être asymptotique. Et puis, si vous diminuez la quantité de produit dans un matériel ou un produit vendu, eh bien, vous allez décroître ou faire décroître sa durée de vie. Et quand vous faites W sur L, c'est-à-dire quantité de matière sur durée de vie, vous avez une courbe comme ça qui a un optimum local ou un optimum, un minimum absolu qui correspond justement au point, on va dire, de durabilité maximum. Exemple du vélo, je ne vous le refais pas. Pourquoi j'ai eu l'idée du vélo? L'autre fois, je suis allé visiter une reconstitution de tranchées de la Première Guerre mondiale, et il y avait un vieux vélo de la Première Guerre mondiale, et c'était un vrai vélo. Alors j'étais totalement bluffé parce que moi mon vélo, la dernière fois il a pris un caillou, il s'est cassé en deux. Je me suis dit quand même c'est bête de ne pas avoir un vélo qui dure 100 ans, quoi. Bon, donc il y a des vélos qui sont, vous voyez, avec une quantité de matière qu'on peut juger un peu moins grande, mais vous ne savez pas quelle est sa durée de vie. Et puis évidemment, si vous continuez à gratter de la matière, vous avez un vélo en fil de fer qui ne va pas aller bien loin. Les petites cuillères, pareil. L'autre fois, j'avais amené des petites cuillères, je ne sais pas si vous vous rappelez. J'avais dit, bah, vous voyez, la cuillère en rouge, elle vient de la maison. C'est la dernière cuillère qui me reste d'un lot de 24. Elles ont duré au maximum 6 mois, ces petites cuillères, parce que c'est certainement fait par des gens très bien, mais qui n'ont jamais utilisé des petites cuillères avec des enfants. Voilà. Et donc, vous voyez que dans ces 3 petites cuillères, ce serait intéressant de savoir comment quantifier la durée de vie versus la quantité de produit dans ces petites cuillères. Heureusement, oui. Non, mais au moins, je sais quelle taxe je te mettrais, Mathieu, si tu avais ça. Donc, la solution, en tout cas, une solution un petit peu optimale dans cette affaire, c'est quoi? C'est d'avoir des ressources plus chères, ça Jean-Marc vous l'explique assez souvent, d'avoir aussi une boucle de recyclage très efficace. Je vous ai parlé de 90%, il faut viser le 100%, sinon ça ne sert à rien. Il faut augmenter la durée de vie, ça c'est le boulot notamment des ingénieurs. Et il faut inventer un truc qui n'existe pas aujourd'hui à ma connaissance, qui est l'indicateur W sur L. C'est-à-dire qu'il faut taxer de façon non punitive, et une idée pourrait être qu'on remplace la TVA par une espèce de TVA flottante qui serait indexée sur ce facteur W sur L. Et vous avez vu la courbe tout à l'heure en creux. Quand vous avez un W sur L qui est minimum, vous avez la taxe minimum. Donc votre petite cuillère, au lieu d'être taxée à 20%, elle est peut-être taxée à 1%. Par contre, la petite cuillère qui dure rien, ou le vélo qui dure rien, lui, il est taxé peut-être à plus que 20%. C'est ça l'idée de ce truc. Donc, je conclus, comme ça j'aurais à peine débordé, je pense. Conclusion générale, utilisez la dynamique des systèmes, ou en tout cas demandez à vos équipes de vous faire un retour sur cet outil. Dans un monde en transition, c'est-à-dire potentiellement en décroissance, certains auront à gagner à la durabilité, d'autres à perdre. L'intérêt de la dynamique des systèmes, de la modélisation systémique, c'est de pouvoir identifier certains de ces acteurs
et de voir comment nous on se positionne là-dedans. Et puis il faut ramener, il faut donner du prix au temps. Il faut donner du prix au temps. Et ça, voilà, c'est une suggestion, enfin une idée que je vous lance, c'est pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire une TVA flottante ou quelque chose d'équivalent, quelque chose qui ne soit pas punitif, mais qui soit quelque chose d'incitatif. Et je vous remercie. Je pense, oui. Il est 10h10. Oui, oui. Ah, c'est bon. Bravo pour cet exposé. Ma question, si on remplace le vélo par un véhicule diesel, les vieux véhicules diesel, est-ce qu'ils ne sont pas plus durables que les véhicules modernes? Comment on prend en compte le caractère polluant des véhicules? C'est une bonne question. Ce que je n'ai pas précisé et qui mériterait de l'être effectivement, c'est que probablement cette approche fonctionne bien pour des objets relativement simples. Dès qu'on monte en complexité, mais Philippe vous le redira cet après-midi, je crois que cette approche-là est trop simpliste et qu'on n'arrivera jamais à quantifier la part des choses. Mais sur des objets simples, effectivement, je pense que c'est davantage faisable. D'ailleurs, Midos avait pris comme produit typique, je vous disais qu'on parlait de l'industrie du cuivre dans le modèle Midos, en fait, il considérait qu'un produit cuivre, c'était un gros tuyau, une grosse feuille de cuivre ou des fils de cuivre. Voilà. C'était ça le type de produit illustratif dans son exposé. Mais dès que c'est complexe, on ne s'en sort pas. Il faut faire une analyse de cycle de vie plus complète. C'est la limite de l'approche. Bonjour, merci pour l'exposé. Je voulais savoir si dans le modèle, il y avait une partie qui modélisait le renouvellement naturel de certaines ressources. Alors, dans le modèle tel qu'il est exposé là, non. Par contre, j'ai, moi, développé un modèle dans lequel il y a ce renouvellement. En fait, ça ne change pas les conclusions. Et ça change à peine les courbes. En fait. Donc, c'est malheureusement pas ça qui nous sauve. Mais oui, on peut complexifier le modèle encore plus, et je l'ai fait, mais ça. Sinon, je vous aurais présenté la solution. Oui, non, en fait, c'était pour savoir, puisque vous expliquez qu'on gagne du temps, combien de temps on se donne, et s'il y a un moment où on peut rallonger ce bénéfice-temps jusqu'à ce qu'un autre effet bénéfique prenne le relais. Je vois que non. Merci. Non. Merci. J'avais une question, c'est sur est-ce que le modèle intègre une boucle, mais qui intervient non pas une fois que le produit a été... qui n'est pas une boucle de recyclage vraiment, mais une boucle de réemploi. C'est-à-dire que le produit peut avoir plusieurs vies avant d'être détruit et réintroduit sous forme de matière. Oui, en fait, ce que j'ai appelé la boucle de recyclage, je suis passé un petit peu rapidement dessus, mais c'est l'équivalent d'une boucle aussi de réparabilité. C'est-à-dire que Midos a inclus là-dedans le fait que recycler ou réparer, c'est au premier ordre la même chose. Voilà. Donc oui, en fait c'est la même chose. On peut faire un run avec les deux, ça marche pareil. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du fait que les ingénieurs pourraient très bien concevoir des produits en les imaginant durables au sens réparable du terme. Parce que ça revient à la même chose. Bonjour, Camille Lachenal, Vinci Construction France. Moi j'ai une petite question un peu annexe. Vous dites qu'il faut redonner une valeur au temps. Aujourd'hui il y a des produits financiers dans lesquels il y a une valeur temps, en particulier les warrants. Pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à le faire sur des produits industriels? Je pense que la réponse est assez simple, c'est que personne ne quantifie aujourd'hui, ou très peu, l'indicateur 1 sur L par exemple, ou durée de vie. Typiquement, ça voudrait dire que chaque produit d'une famille donnée, je reprends l'exemple des petites cuillères, passe toutes au banc de test et on leur attribue une note représentative de leur durée de vie. Donc on leur fait subir des tas de tests, on les envoie chez moi par exemple, ça c'est un bon test, et puis on leur donne une note.
Et on leur dit, celle-là, elle va durer 100 ans, celle-là, elle va durer 50 ans, celle-là, elle va durer 0 ans ou 0,5 ans. Et on met la note associée. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une note qui part ensuite au ministère des Finances et le ministère des Finances dit tel TVA pour tel produit, c'est tant. Boum. Donc tant que ça n'existe pas, on ne le fait pas. C'est un nouveau métier. Il faudrait inventer un nouveau métier. Ouais, Nicolas Meillan, salut. Ah oui, Nicolas. Jean-François Sullivan, moi je suis pas du tout d'accord avec toi. Pour la simple et bonne raison que je pense que c'est tout à fait applicable à l'automobile. Moi je passe beaucoup de temps à me battre pour instaurer, comme le suggérait Jean-Albert Grégoire en 1975, une fiscalité sur le poids. Le poids c'est juste de la matière. Donc mettre une fiscalité sur le poids sous forme soit d'une TVA ou d'une vignette ou quoi que ce soit, c'est exactement ce qu'il faut. En ajoutant en plus, et je pense que c'est intéressant, la durée de vie. On sait bien que la réparabilité de nos voitures il y a 20 ans, on était presque capable de le faire nous-mêmes. Aujourd'hui, c'est juste impossible. Donc moi, je pense justement que c'est très applicable à l'automobile et qu'on a vraiment intérêt à le faire parce que c'est quand même un énorme consommateur de matières premières. Écoute, je suis content de voir que tu n'es pas d'accord avec moi, mais que tu dis quand même la même chose. Simplement tu es plus ambitieux que moi, mais moi, j'ai pas cette ambition d'aller dans une complexité telle. Mais franchement, je suis content de voir que tu vas quand même dans le même sens, quoi. Oui, il y a des astuces à trouver. Il faut simplement que les gens se penchent sur la question avec ce prisme-là. Et dès l'instant qu'on se penche sur la question avec ce prisme-là, on trouve des pistes. Mais moi, déjà les panneaux solaires, c'est compliqué, alors les voitures électriques... Alors si en plus il y a des panneaux solaires sur les voitures électriques, moi je ne sais plus faire, quoi. Pierre Lachaise du Shift. Intuitivement, on pourrait dire si on recycle à 50%, on a la moitié de l'effet du recyclage de 100%. Pourquoi est-ce qu'il y a un gap aussi fort entre un scénario? Pourquoi est-ce qu'il faut vraiment viser au-dessus de 99 pour avoir un effet significatif? Parce que tu es dans des phénomènes essentiellement exponentiels et qu'en fait, tu sais, 0,9 fois 0,9 fois 0,9, ça va très vite à 0. 0,99 fois 0,99 fois 0,99, ça va beaucoup moins vite à 0. Et alors 0,5 fois 0,5 fois 0,5, ça va extrêmement vite à 0. Et donc voilà, au bout de quelques années, là, tu as déjà fait une ou deux boucles de recyclage potentiellement. Et si tu es à 40% ou 50% de recyclage, tu n'as plus rien à recycler, quoi. Alors il y a un autre truc que je ne vous ai pas dit dans le modèle, c'est que je vous avais évoqué le fait que le stock de déchets, il peut être réintroduit soit dans la boucle de recyclage, soit il peut disparaître. C'est-à-dire, la matière est perdue dans les décharges, etc. Tout ça se désintègre, c'est perdu. Là, dans le modèle très optimiste de Meadows, la boucle de désintégration, elle dure 200 ans. C'est-à-dire qu'il faut 200 ans pour que du cuivre, 1 kilo de cuivre soit totalement dissous dans la terre et que vous n'ayez pas eu le temps il faut avoir eu le temps de le rattraper en 200 ans. Si par contre vous mettez un taux de désintégration ou une vitesse de désintégration de 20 ans, c'est-à-dire à peine vous avez posé le truc dans la décharge, vous l'oubliez, vous changez de métier, quand vous revenez le truc il a disparu, et bien tout ça s'écroule. C'est-à-dire que si vous avez des vitesses de désintégration rapides, c'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de recycler beaucoup plus vite que la vitesse de désintégration, eh bien ce modèle-là, il s'écroule comme s'il n'y avait pas de recyclage. Donc l'enjeu aussi, pour ceux d'entre vous qui travaillent dans l'aspect gestion des déchets, etc., c'est de maintenir des stocks de déchets intègres. C'est-à-dire qu'il faut que dans 50 ans, il faut que dans 100 ans, si on en a besoin, on puisse retaper dedans. Parce que si vous faites une accumulation de déchets et que vous ne gérez pas cette accumulation de déchets, vous perdez les matières premières qui sont dans ces déchets. Et là, c'est Walou pour la boucle de recyclage. Bonjour, Olivier Guillaumont, banque ING. J'ai une question pour essayer de peut-être simplifier votre proposition numéro 3 par rapport au projet de loi. Est-ce qu'il ne serait pas simple ou plus simple de lier finalement, parce qu'une des complexités à mon avis c'est l'engagement sur la durée de vie, le calcul de la durée de vie pour des produits simples ou complexes, mais est-ce qu'il ne serait pas finalement un premier pas de lier la TVA à la garantie constructeur finalement? Puisque finalement la garantie c'est un commitment du producteur. Oui, pourquoi pas, oui. Ça serait peut-être une première étape. Oui, dès qu'on y réfléchit un peu, il y a des idées qui arrivent. Oui, franchement, je n'avais pas du tout pensé à cette idée, mais pourquoi pas. Oui. Mais réfléchissons à ça, franchement, s'il y en a qui veulent réfléchir à ça, au contraire.
Oui, parce que ça obligerait effectivement les constructeurs à s'investir et on crée un cercle vertueux de... Ouais. Ah oui, bonne idée. On fait un transfert de risque. Bonjour, Patrice Bertrand. Par construction, tout ça est focalisé sur l'économie matérielle, mais en parallèle, une part croissante de l'économie est immatérielle. Est-ce que ça a un quelconque impact sur le modèle, le fait que la partie de notre économie qui est modélisée par tout ça est une partie qui elle-même est en proportion décroissante? Quel impact ça a sur vos conclusions? Je ne sais pas, parce que je suis quelqu'un de simple qui mange du matériel et qui boit du matériel. Je ne sais pas ce que vient faire l'immatériel là-dedans. Je ne sais pas répondre. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas le poids de l'immatériel là-dedans. Parce que 80%, 90% des Français travaillent dans l'immatériel. Oui et non, c'est-à-dire qu'on travaille quand même en allant en train ou en voiture au boulot, on travaille dans des bâtiments, on travaille avec des ordinateurs, même quand on est de l'immatériel, on est beaucoup avec du matériel. Ce que je veux dire économiquement, c'est-à-dire là, et bien sûr ils ont une voiture, mais la richesse qu'ils produisent par leur travail est une richesse immatérielle. Moi j'y crois pas ça. C'est un sujet qui sera partiellement abordé un peu plus tard quand on verra un des projets qu'on mène au Shift sur le lien PIB-énergie. Et à ce moment, la discussion portera en particulier sur ce point. C'est juste une précision. Merci, Jean-Marc me sauve. Et Philippe va en reparler. Moi, je crois qu'au matériel. Hein. Enfin, je crois au spirituel, mais je ne crois pas à l'immatériel. Voilà. Donc, voilà, je relance l'appel. Ceux qui souhaitent travailler sur ce sujet en amenant des idées, envoyez-nous un mail et puis on peut peut-être faire un recueil d'idées, de pistes, de réflexion autour de ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudrait qu'on ait game over. Il faudrait qu'on ait des propositions petit à petit à construire autour de cette thématique long terme. Je vous remercie.